Madame, Monsieur, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de votre fidélité à nos programmes. Aujourd'hui, nous recevons un invité qui nous vient de la Guinée-Bissau. Il est économiste de formation. On l'appelle affectueusement l'argentier national. Le ministre des Finances, Gerardo Martins, est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Comment se porte la Guinée-Bissau aujourd'hui? Écoutez, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre système constitutionnel, le gouvernement est l'émanation du Parlement. Alors, on a eu des élections législatives en mars 2019. Le PAIGC a gagné ces élections et, en coalition avec d'autres partis politiques, a pu former une majorité au Parlement, avoir un gouvernement et un chef de gouvernement. Depuis juillet 2019, nous avons un gouvernement. Ce gouvernement a réussi à faire approuver son programme du gouvernement, ce qu'on appelle normalement la déclaration de politique au Parlement. Oui. Et c'est un gouvernement qui fonctionne. Donc le pays est gouverné, il y a une majorité claire, il y a un Parlement qui fonctionne, donc le pays se porte bien. Donc sur le plan institutionnel, vous nous dites que le pays se porte bien, mais sur le plan financier, c'est pareil? Vous savez, la Guinée-Bissau, depuis quelques années, est sur une trajectoire positive de croissance économique. Juste pour vous dire qu'entre 2015 et 2017, l'économie nationale a enregistré un taux moyen de croissance d'à peu près 6%. En 2018, il y a eu un ralentissement de la croissance qui est dû à un certain nombre de facteurs. Mais là, en 2000... Quel facteur, par exemple? C'est la mauvaise campagne de noix de cajou. On a eu une mauvaise campagne de noix de cajou en 2018 parce que malheureusement, il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises et qui n'étaient pas de bonnes décisions dans la campagne. Mais en 2019, nous projetons une croissance d'à peu près 5%. Donc, nous sommes sur la bonne voie en termes de croissance économique. Maintenant, les finances publiques, c'est vrai que nous avons des difficultés. Et ça se comprend. C'est un pays qui a un taux de pression fiscale faible. Nous sommes à peu près 9-10% de pression fiscale. Et ça, c'est les dirigeants qui l'ont voulu. Parce que ce n'est pas les populations qui décident de la pression au niveau des impôts ou pas. C'est ce que vous avez voulu. Oui, mais ça, c'est historique. Oui. C'est-à-dire que la Guinée-Bissau a toujours eu des difficultés à collecter des impôts. Alors que le critère de convergence de l'UEMOA fixe le taux de pression fiscale à 20%, nous, on est à 10%. C'est-à-dire qu'on a un long chemin à parcourir. Parce que vous êtes gentil. Vis-à-vis des populations, donc, des opérateurs économiques. C'est aussi dû au fait que c'est un pays qui a traversé une longue période d'instabilité politique. Vous savez, les réformes fiscales demandent de la stabilité politique. Lorsque vous regardez des pays qui sont performants en matière de fiscalité, je donne par exemple l'exemple du Togo, qui a un taux de pression fiscale de 22%. Le Sénégal qui est à 18% à peu près, même la Côte d'Ivoire aussi à 17%. Donc ce sont des pays qui ont eu le temps et la capacité de faire des réformes fiscales qui s'imposent. Mais nous, la Guinée-Bissau, malheureusement, on est toujours dans cette situation d'instabilité politique chronique. Et c'est un contexte où il est difficile de mettre en œuvre des réformes fiscales. Mais nous avons une feuille de route de réforme fiscale. Donc le pays a besoin de stabilité politique pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc ça doit faire partie des projets phares du prochain président qui sera élu. Encore reviendra là-dessus parce qu'aujourd'hui on est dans une situation où on ne sait pas qui sera élu vraiment et de quelle manière. Vous avez parlé de taux de croissance entre 5 et 6%, mais quand on écoute les populations, elles ne sont pas du tout en phase avec vous parce qu'un taux de croissance entre 5 et 6%, ce n'est pas petit. Mais pourquoi est-ce que ça ne rejaillit pas dans le panier de la ménagère? Non, c'est parce que c'est un pays qui est un pays pauvre. C'est l'un des pays les plus pauvres du monde en termes de PIB per capita. Donc on est à peu près à $600. Et donc il faut un taux de croissance qui soit robuste et pendant longtemps pour qu'on puisse relever justement le niveau de vie des populations et combattre la pauvreté. Oui, mais quand vous parlez d'un pays
pauvres, très pauvres. Est-ce que c'est tout à fait juste parce que le pays regorge quand même de quelques ressources, même si elles ne sont pas exploitées aujourd'hui? Oui, tout à fait. Il y a une contradiction. C'est-à-dire, d'un côté, c'est un pays pauvre. Quand je dis c'est un pays pauvre, je veux dire la comparaison internationale qu'on utilise pour tester la pauvreté, c'est justement l'indice de pauvreté. L'indice de pauvreté. Oui. Donc, il y a à peu près 60% de la population qui vit au-dessus du seuil de pauvreté fixé par la Banque mondiale, qui est de $2, comme vous le savez. Donc, un PIB per capita qui est faible, et donc les gens sont pauvres parce qu'ils n'ont pas l'argent pour la consommation du jour au jour. Mais la contradiction réside où? Réside dans le fait qu'en même temps, c'est un pays qui a un énorme potentiel de développement et de croissance économique. Nous avons l'agriculture, nous avons la pêche, nous avons le tourisme, nous avons les mines qui sont les 4 grands moteurs de croissance économique. Donc, qu'est-ce qu'il faut? On a un plan de développement qu'on appelle Terra-Ranca, qui est un plan de 10 ans. Donc, ce qu'il faut, c'est de transformer ces ressources en richesse pour que tout le monde puisse en bénéficier. Oui, mais est-ce que de tout ce que vous êtes fait, parce que l'instabilité politique a tellement existé ici, on se demande si un jour on arrivera à le faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a élection présidentielle, on pointe du doigt une certaine sortie de crise bientôt, mais on a l'impression qu'on est en train de replonger dans une autre crise. Est-ce que cela vous inquiète? Mais bien sûr, vous savez, tantôt j'ai dit que le gouvernement a approuvé sa déclaration de politique ou son programme au mois d'octobre au Parlement. Et le programme du gouvernement a 6 piliers à peu près. Donc le premier pilier, qui est un pilier fondamental, c'est la consolidation de l'état de droit démocratique. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire, avant tout, le renforcement des institutions nationales. Donc, pour que le pays puisse sortir de la crise politique chronique, il faut renforcer les institutions. Vous savez que la Guinée-Bissau est considérée un pays fragile. Ça, c'est dans la classification des Nations Unies. Un pays fragile, par définition, c'est un pays qui a des institutions faibles. Tout ce qui doit être fait dans le sens de renforcer les institutions. Alors, dans cette crise post-électorale, je pense qu'aujourd'hui, le peuple bissau-guinéen attend avec sérénité la conclusion du processus électoral. Donc, on a eu le deuxième tour des élections présidentielles. Il y a eu un recours judiciaire interposé par un candidat. Il y a eu une décision... On reviendra sur le processus électoral dans la seconde partie de cette émission, mais ce que je voudrais vous dire d'abord, aujourd'hui, parce que ce qu'on entend dehors, c'est un peu comme si le pays n'est plus gouverné. C'est un peu comme si les institutions de la République sont vassalisées et sont complètement à terre. Est-ce que la Guinée-Bissau est gouvernée aujourd'hui? Les institutions sont fragiles, mais le pays est gouverné. Il y a un gouvernement, les institutions fonctionnent. Donc, j'ai dit que nous avons un programme de gouvernement qui a été approuvé au Parlement. Nous avons un programme d'urgence qui cible un certain nombre d'actions et des mesures de court terme pour améliorer les conditions de vie de la population. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans le secteur d'énergie, peut-être vous ne connaissez pas la Guinée-Bissau, mais on a eu beaucoup de progrès dans ce secteur au cours des derniers mois. Aujourd'hui, il n'y a presque pas de délestage à Bissau et même à l'intérieur du pays, dans toutes les grandes villes, il y a l'énergie. On a fait un effort là-dessus. Le secteur des routes, par exemple, on a amélioré un certain nombre de routes et on fait des progrès. Donc, le pays est gouverné, il y a un gouvernement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les élections présidentielles n'ont rien à voir avec le gouvernement. Le gouvernement est en place, ce n'est pas le président de la République qui choisit le Premier ministre qu'il veut. Comme j'ai dit, le Premier ministre est issu du parti majoritaire. Aujourd'hui, il y a un parti qui est majoritaire au Parlement, il y a une majorité, il y a un gouvernement, le pays est gouverné. Donc vous êtes dans un parfait système parlementaire. C'est ça. On le dit. Alors quand vous parlez de pays fragiles, qu'est-ce qui est fragile concrètement? C'est les hommes qui dirigent les institutions, puis c'est les institutions qui sont fragiles. Vous savez, la fragilité, elle est définie même par les Nations Unies. Donc il y a un certain nombre de pays qui sont fragiles. Par exemple, un des critères, c'est la fragilité des institutions. L'autre critère, par exemple, c'est l'incapacité même de l'État d'offrir des services sociaux de base aux populations.
Si vous allez aux îles, vous savez, la Guinée-Bissau a une partie continentale et une partie qui sont des îles Bijago. Si vous allez dans le coin le plus lointain des îles, certainement, vous notez l'absence de l'État. Peut-être il n'y a pas d'école, peut-être il n'y a pas un poste de santé. Donc c'est ça la fragilité, c'est le manque de capacité des institutions nationales à délivrer des services aux citoyens. J'ai comme l'impression que la fragilité des institutions dont vous parlez, c'est de cela que nous sommes en train de vivre dans la situation post-électorale que vit le pays maintenant. Qu'en est-il concrètement? C'est ce dont nous allons parler dans la suite de cette émission, après cette courte pause, chers téléspectateurs. Marquez une pause, on vous revient dans quelques instants.